Nous sommes le 6 décembre 2016, à Langrune-sur-Mer, une petite commune près de Caen dans le Calvados. L'été, c'est un lieu très apprécié par les amoureux de châteaux de sable et de sports nautiques. L'hiver, sa plage est toujours aussi belle, quoique bien désertée. Il est peu avant 7h30. La maison d'Annick et Michel Daigle, un couple de soixantenaires, est encore endormie quand du bruit se fait entendre dans la salle de bain. C'est Vanessa, la fille d'Annick, qui fait couler de l'eau. À 37 ans, handicapée par des problèmes de santé, elle est retournée vivre en famille provisoirement. Sa mère s'étonne. Vanessa est en arrêt de travail, elle est souffrante, il fait encore nuit. La veille, elle n'avait évoqué aucun rendez-vous aussitôt. Elle l'entend parler à voix haute. « Est-ce que je prends un manteau ou non ?» Puis elle a tout juste le temps de l'interpeller que sa fille, sûre d'elle et rassurante, lui répond ces mots qu'elle n'oubliera jamais. « Je vais faire un tour et je reviens. » Ce « je reviens » qu'elle prononce avec précision. Vanessa claque la porte et disparaît. Annick Daigle retourne se coucher. Après tout, sa fille est adulte, et bien que les deux femmes soient très fusionnelles, Vanessa est très secrète sur son intimité, et c'est très bien comme ça. Annick se réveille quelques heures plus tard. Vanessa Mellet n'est toujours pas rentrée. Presque 10 ans plus tard, elle la cherche toujours. En 2016, l'année de sa disparition, Vanessa Mellet est encore une femme pleine de vie, brune pétillante aux cheveux longs, joyeuse et volontaire. Les dernières années n'ont pourtant pas été faciles, mais elle s'est relevée comme elle l'a toujours fait. Il a fallu gérer une rupture difficile avec un ex-compagnon dévalorisant qui n'acceptait pas la séparation. Et puis son père est mort en 2015, une épreuve douloureuse pour elle et son frère Michael. Quand elle se retrouve célibataire, elle décide de se rapprocher de la maison où vivent sa mère et son beau-père Michel, qu'elle apprécie beaucoup. Elle s'installe dans un lotissement tranquille d'Hérouville-Saint-Clair, décroche un poste de conseillère bancaire à la Bred, se fait de nouveaux amis. C'est une nouvelle vie qui commence. Mais en octobre 2016, la vie de Vanessa bascule. Elle commence à ressentir des douleurs aux jambes et au bassin, qui s'accentuent rapidement jusqu'à entraver sa mobilité. Un matin, elle appelle son beau-père pour demander de l'aide. Elle a un rendez-vous avec un médecin, et là, impossible d'y aller seule. Elle souffre d'une inflammation chronique des articulations. Certains jours, elle est obligée de marcher avec une canne. Il arrive même, disent les proches, que son visage soit défiguré par la douleur. Impossible désormais de rester seule chez elle dans son état. Alors, en novembre 2016, elle s'installe à Langrune-sur-Mer, dans le foyer familial. Hospitalisée au CHU de Caen pour des examens approfondis, elle espère qu'enfin des spécialistes vont trouver la raison pour laquelle son corps se dégrade de la sorte et quel remède pourra la soulager. Le résultat est éprouvant et même dévastateur. Vous n'avez rien de physiologique. Un psychiatre serait plus adapté, car ces douleurs sont probablement psychosomatiques. Pour Vanessa, cette réponse du professeur qui la reçoit n'est pas entendable. Elle se sent abandonnée par le corps médical, abandonnée à sa douleur. À partir de ce jour, une part d'elle se referme. Elle passe des heures en quête de réponses sur des sites médicaux. Elle expérimente les médecines alternatives, ostéopathe, chiropracteur. Elle essaye tout ce qui pourrait la soulager. Pour garder le moral, elle se projette dans un avenir où elle pourra remarcher comme avant. En arrêt de travail jusqu'en janvier 2017, elle prévoit déjà un voyage en Thaïlande avec une amie rencontrée à la banque. Mais fin novembre, ses proches s'inquiètent. Vanessa se renferme de plus en plus. Obsédée par la quête d'une solution, elle ne donne plus signe de vie ni à ses amis, ni à ses collègues. Et puis tout s'enchaîne très vite, à l'aube de décembre 2016. La mère de Vanessa a entendu parler d'un hypnothérapeute réputé et conseillé par sa sœur.
7 avis très positifs sur Internet. Il consulte même le dimanche. Alors, pourquoi ne pas tenter? 4 décembre 2016. Vanessa se rend à une séance chez cet homme, ce nouvel espoir. Sa mère l'accompagne comme à son habitude et s'étonne de l'état du véhicule de l'hypnothérapeute quand elle le voit arriver dans sa Renault Espace gris clair. Couverte de boue, remplie de couvertures en désordre. Étrange, rien de plus. Le rendez-vous dure 2 heures. 2 heures sans doute éprouvantes, car quand Vanessa ressort du cabinet, elle semble très affaiblie et ne prononce plus un mot. Et cet état se prolonge. Mais Annick se dit que c'est peut-être une réaction normale après une séance d'hypnothérapie. 5 décembre, Vanessa paraît toujours plus éteinte. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son kiné. C'est alors que sa mère croit apercevoir la voiture de l'hypnothérapeute qui les observe. À vrai dire, elle en est sûre, c'est bien lui. Elle le dit à sa fille qui, pour seule réponse, se met à fixer le sol. Là encore, c'est étrange, mais sans doute sa fille n'est-elle pas bien aujourd'hui, encore plus que la veille. Comment imaginer ce qui l'attend le lendemain? 6 décembre, c'est ce jour-là que Vanessa Mellet sort de la maison de Langrune-sur-Mer à 7h30 du matin, déclarant « Je reviens » avant de disparaître. Vers 10h, sa mère est en alerte. Si elle avait eu un rendez-vous secret, elle aurait au moins pris ses affaires, d'autant que Vanessa a cette particularité de sortir toujours très chargée. Alors, quand sa mère constate que sa fille est partie, non seulement sans son sac, sans ses clés, mais aussi sans téléphone, elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Son époux Michel fait le tour du quartier pour tenter de la retrouver. Elle s'est peut-être blessée, qui sait. Quand il croise une voiture de police, il appelle à l'aide. Les gendarmes prennent immédiatement l'affaire au sérieux. Dans les heures qui suivent, un chien malinois à qui on a fait sentir un vêtement de Vanessa piste sa trace. Il sent, avance sans hésiter et se dirige vers la mer. Mais il s'arrête tout à coup, là où se trouve une cale, soit une pente inclinée sur laquelle on fait glisser les bateaux pour descendre ou remonter de la mer. À cet endroit précis, l'odeur semble disparaître. De son côté, Annick décide de contacter l'hypnothérapeute. Aussi étrange qu'il y paraisse, il pourrait être au courant de quelque chose. Tout ce qu'il sait, c'est qu'ils ont rendez-vous ce mercredi à midi. Il espère qu'elle se présentera. Le 10 mercredi, l'homme appelle la mère de Vanessa pour l'informer qu'elle n'est pas venue. Il est midi passé de 2 minutes. Annick est surprise que l'homme la contacte si rapidement. D'ailleurs, pourquoi est-ce elle et non sa fille qui l'appelle? Mais à ce stade de l'affaire, elle laisse passer. Comment imaginer que Vanessa a disparu pour de bon? L'heure est aux recherches, qui s'intensifient du côté des gendarmes. Hélicoptères pour sillonner la région, bateaux, plongeurs, battus, sans oublier la maison de Vanessa à Hérouville et les environs du canal qui l'aborde. Mais elle s'est volatilisée. La promenade sans fin de Vanessa Mellet. On passe un appel à témoins dans les médias. Il ne donne rien. Le temps passe. En février 2017, une information judiciaire est ouverte et les premières pistes explorées. Évidemment, les enquêteurs ont envisagé le suicide. Vanessa Mellet était proche de sa mère, mais elle ne lui disait pas tout. Mais les proches de la jeune femme n'y croient pas un instant. Elle comptait reprendre le travail, avait ce voyage prévu avec son ami, elle voulait s'en sortir. Sans compter que d'autres éléments écartent a priori la piste du suicide. Ce matin-là, la marée était basse. La jeune femme, qui avait déjà tant de mal à se déplacer, aurait dû marcher des centaines de mètres sur le sable alors qu'il faisait encore noir. C'est très peu probable. De plus, dans 90% des cas de noyade, la mer renvoie le corps sur la plage. Or, on n'a rien trouvé de ce côté-là. Enfin, si elle avait continué de marcher sur le sable jusqu'à l'eau, pourquoi le chien policier se serait-il arrêté brutalement à l'endroit de la cale?
Cette conclusion amène les enquêteurs à poser une seconde hypothèse. Quelqu'un serait venu récupérer Vanessa, qu'elle connaissait peut-être. Pour le savoir, ils s'intéressent au passé proche de la jeune femme. L'enquête, requalifiée en enlèvement et séquestration, se recentre sur 2 individus. Tout d'abord, l'ancien petit ami de Vanessa. Quand ils étaient encore ensemble, quelques années plus tôt, elle avait déposé une main courante contre lui. Devant témoins et sur son lieu de travail, il avait levé la main sur elle, et ça n'était pas la première fois. C'est d'ailleurs ce trop-plein qui l'avait poussé à rompre, s'éloigner de lui en achetant une maison et changer de travail. Tout cela avait été motivé par la nécessité de s'éloigner d'un homme. On apprend par ailleurs que cet ex avait continué à la contacter pendant longtemps. Alors, ont-ils repris une liaison secrète? Ou a-t-il voulu s'en prendre à elle? Tout est possible. L'homme est entendu. Il a aujourd'hui une nouvelle petite amie et le 6 décembre 2016, date de la disparition de Vanessa, son téléphone a borné en région parisienne. Et il n'a pas cherché à reprendre contact avec Vanessa récemment. La piste se referme. On se penche également sur l'hypnothérapeute que Vanessa a rencontré 48 heures avant de se volatiliser et dont le comportement a interpellé sa mère à plus d'un titre. Au micro du magazine Enquête criminelle, elle revient sur tous ces détails, assez éloquents quand on les met bout à bout. Comme on l'a dit, Vanessa ne pouvait plus prononcer un mot après ce premier rendez-vous et n'a plus jamais retrouvé son état normal. Et puis, il y a l'épisode du lendemain, quand Annick et sa sœur sont certaines d'avoir aperçu le véhicule bien reconnaissable de cet homme près du cabinet du kiné, et la réaction de Vanessa qui ne réagit plus et baisse le regard. Le thérapeute est interrogé plusieurs fois. Il affirme n'avoir jamais été là où l'on prétend l'avoir vu. Il évoque la séance avec Vanessa, qu'il n'a pas, dit-il, réussi à hypnotiser. Il comptait justement réessayer lors de la séance prévue le mercredi, à laquelle elle ne s'est pas présentée. Les enquêteurs n'ont aucun moyen de prouver le contraire, l'affaire piétine. La piste peu crédible d'une disparition volontaire est évoquée, imaginant Vanessa décider de tout laisser derrière elle dans son état. Mais pour ses proches, c'est impossible. Tout quitter, peut-être, mais pas sans laisser un mot, ou au moins se manifester après coup ou demander à quelqu'un de le faire. Laisser sa famille morte d'inquiétude, elle n'aurait jamais fait ça. Pour Annick et Michel Daigle, seule la thèse de l'enlèvement est envisageable. Annick distribue plus de 5000 affiches dans la région, avec le visage de sa fille. Michel, son beau-père, sillonne les routes et les chemins, jusque dans les jardins et les squats où les occupants ont la surprise de le voir débarquer, photo en main. Voilà plus de 2 ans déjà que Vanessa a disparu, et il n'y a pas l'ombre d'un indice prometteur. Contre toute attente, la juge d'instruction chargée de l'enquête décide d'aller au bout d'une piste, ignorée de la mère de Vanessa. Et pour cause, puisqu'il s'agit d'Annick elle-même, dernière personne à avoir vu la jeune femme. En effet, les gendarmes qui l'accompagnent depuis le début la surveillent en réalité de près. Son domicile a été mis sur écoute et son véhicule pris en filature, mais ça, elle ne le sait pas encore. En janvier 2019, elle est interrogée 4 heures durant. La juge en est maintenant persuadée. Elle ne supportait plus de voir souffrir sa fille, c'est pour cette raison qu'elle l'a tuée. La maison familiale est perquisitionnée, le jardin fouillé. Le cadavre de Vanessa pourrait y être enterré. On creuse à la pelleteuse, on fait pister les chiens renifleurs, sans succès. Le couple Daigle est sous le choc. Il arrive souvent que les proches soient les premiers suspectés lors d'une disparition. Mais dans ce cas, pourquoi avoir attendu plus de 2 ans pour le faire ? C'est en ayant enfin accès au dossier d'instruction que la famille prend la mesure de cette surveillance. Annick Daigle ressent alors un profond sentiment de trahison envers les enquêteurs avec lesquels elle s'était familiarisée.
les quelques 5000 pages de ce dossier contiennent plus d'informations sur le couple que sur l'hypnothérapeute. En ce qui le concerne, aucune perquisition, aucun prélèvement ADN dans sa voiture, aucune surveillance n'ont été effectuées, malgré les témoignages de la mère de Vanessa. Depuis, l'homme aurait pu changer de voiture sans être inquiété, effacer toute trace de ce qu'il a fait s'il s'avère être le coupable. Enfin, pourquoi la police n'a-t-elle pas pris en compte certains éléments notés au dossier? Celui-ci, par exemple, 4 échanges téléphoniques ont été consignés entre l'homme et sa nouvelle patiente, la veille du 6 décembre 2016. 15 minutes de conversation avant l'épisode du rendez-vous chez le kiné. Pour la mère de Vanessa, aucun doute. Elle avait dû lui faire part de ce rendez-vous chez son confrère. Sans doute pensait-il l'y trouver seule et voulait-il lui parler ou l'emmener quelque part. Quand il a vu qu'elle était accompagnée, il a filé, voilà tout. Comment peut-on prouver cela? Il n'y a rien contre lui. Et il se trouve que son téléphone était éteint à ce moment-là, et la nuit qui a suivi jusqu'au lendemain 10 heures. Impossible de le géolocaliser au moment de la disparition. Pour la famille, c'est encore un signe que cet homme est un sérieux suspect. Tout comme le fait qu'il ait appelé sa mère à son domicile parce que Vanessa avait 2 minutes de retard au rendez-vous du mercredi, où elle n'est jamais allée. Quand un patient est en retard, c'est lui qu'on appelle, pas sa mère. Et si cet acte cachait une intention de brouiller les pistes? Annick Daigle est tellement déterminée à trouver des réponses qu'elle contacte même d'anciennes patientes du thérapeute pour en savoir davantage sur le personnage. Elle apprend à cette occasion que certains avis favorables postés sur Internet ont été récompensés d'une séance gratuite. Le 1er octobre 2024, tentant le tout pour le tout, la famille fait intervenir l'émission Appel à témoins diffusée sur M6 et spécialisée dans les cold cases. À cette occasion, une femme dira avoir eu des confidences, mais avoir peur, avant de raccrocher. Joël Garrigue, procureur de la République de Caen, confirme dans un article du Parisien d'octobre 2024 que l'instruction est toujours en cours. Aucune hypothèse, dit-il, n'est écartée à ce stade, qu'il s'agisse de celle de l'intervention d'un tiers ou d'un suicide. Michel Daigle précise pour sa part être sûr à 99% de savoir qui est le coupable. À l'heure où nous écrivons et narrons ce podcast, la mère de Vanessa est toujours convaincue, tout comme ses proches, que sa fille est vivante, quelque part, et sous l'emprise d'une tierce personne. Elle garde espoir et a demandé le transfert du dossier vers la brigade criminelle,